Figurez-vous que les anciens de la gauche se réunissent autour de Bernard-Henri Lévy à Saint-Germain-des-Prés pour défendre la cause des Kurdes. Est-ce qu'on ne serait pas sur d'immenses retrouvailles de bobos? Il est magnifique ce sac. Oh, il est incroyable ce Bernard-Henri Lévy, il a toujours son costume, même en pleine guerre. Moi je suis admiratif. Vous êtes plus un homme de terrain que de cinéma, définitivement. Il est formidable ce documentaire sur la cause des Kurdes. Mais là, ce qui est important, c'est d'être un homme de terrain, plus qu'un homme de cinéma. Oui, c'est ce que je constate, oui. Vous étiez au cœur du combat. Oui, j'étais avec mes camarades au cœur du combat, oui. Bonjour Monsieur Kouchner. Bonjour, qui êtes-vous ? Canal+, la case en plus. Vous étiez aux côtés de Danielle Mitterrand dans les années 80 quand elle a pris à cœur la défense des Kurdes. C'était bien avant, oui. 74. Ah, 74. Bon, on peut pas dire que la situation se soit vraiment améliorée depuis. Si. Là, il y a eu un épisode tragique, mais on va voir. Attendez, l'histoire n'est pas finie. Bon, en tout cas, moi, je suis content de pouvoir parler de la guerre en restant à Paris. Merci. Oui, mais enfin, ça, c'est pas une façon de les soutenir. Alors, qu'est-ce que vous faites là, alors, vous? Bonjour, Monsieur Jospin. Tu l'as insulté? Ah non, pardon, j'ai cru que vous étiez Monsieur Jospin. Vous parlez que le kurde. Please, s'il vous plaît, vous pouvez enlever cet individu. Il se détend. C'est bien d'être solidaire des Kurdes parce que finalement, c'est les premiers opposants à Daesh. Oui, c'est eux qui ont été en première ligne, c'est pas uniquement les opposants, ce sont les combattants. On vous entend souvent à l'international en ce moment sur la Catalogne, aujourd'hui sur les Kurdes. Est-ce que vous savez que beaucoup d'anciens premiers ministres sont devenus ministres des Affaires étrangères? Fabius, Jean-Marc Ayrault, Alain Juppé. Ce ne sont pas les questions internationales seulement, parce que la Catalogne, c'est l'avenir de l'Europe. Ce qui se passe aujourd'hui dans le Kurdistan, ce qui se passe en Irak et en Syrie, ça rejaillit directement sur ce qui se passe. Et donc moi, je continue et je mène les mêmes combats. C'est plus facile de prendre la défense des Kurdes que de reconstruire la gauche aujourd'hui. Oui, il y a des choses qui sont insurmontables. Mais ça, c'est pas votre problème, vous êtes en marche. Alors, en quoi la venue de Anne Hidalgo, Manuel Valls, Bernard Kouchner, tous ces anciens de la gauche peut être utile justement pour parler du Kurdistan? Je pense que ça leur fait chaud au cœur. Ça va les rassurer. Ça leur fait chaud au cœur. C'est comme une petite chandelle qu'on met à nos fenêtres. Il y a une chandelle aujourd'hui à la fenêtre d'Anne Hidalgo, à la fenêtre de Manuel Valls et à la fenêtre de Bernard-Henri Lévy en hommage et en l'honneur des Kurdes. Finalement, C'est bien. vous êtes plus poète que philosophe. Non, mais j'essaie de faire mon travail. C'est un gentil garçon, Bernard-Henri Lévy, mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent, les Kurdes, qu'Anne Hidalgo pense à eux? Déjà que les Parisiens aimeraient qu'elle pense plus à eux non plus. On est carrément au cinéma Le Saint-Germain-des-Prés avec Anne Hidalgo. Là, ça va être de l'émotion forte. Madame Hidalgo, alors vous, je vous bénis. Parce qu'à chaque fois que j'arrive en retard quelque part, maintenant, je dis c'est de la faute d'Anne Hidalgo, les gens sourient et ça passe. Ça, c'est drôle, ouais. Ça me fait rire. Pas ça du tout, je m'amuse sens. vraiment, hein. Alors, je ne savais pas que vous étiez solidaire du peuple kurde. Depuis toujours. Voilà, merci. Je crois que j'ai un peu énervé Anne Hidalgo avec la circulation dans Paris. Mais je vais aller voir un ami à elle pour me réconcilier. Il m'a demandé le jour de son élection de lui amener des gypsies le soir de l'élection. Ouais. J'ai appelé des copains qui sont venus bénévolement lui faire sa soirée électorale. Donc c'est vrai, on pensait avoir quelqu'un devant nous qui allait défendre la fête foraine. Elle disait toujours je suis favorable, il va falloir qu'on fasse des choses nouvelles. Bon, sauf qu'on n'a rien fait de nouveau, hein. Absolument rien. Et cette année, elle a tout fait pour nous virer. Ah, Maître Campion. Oui. Alors, lors de ma dernière entrevue avec Anne Hidalgo, je l'ai trouvé très désagréable. Et comme je suis quelqu'un à l'esprit rebelle et vengeur, qui plus est très susceptible, je me suis dit que vous seriez peut-être la personne idéale pour m'en dire du mal. Je peux pas en dire du mal. C'est difficile d'attaquer les malades. Parce que cette dame-là, je pense qu'elle était pas mal pendant un moment, mais je pense qu'elle a oublié de prendre ses cachets. Elle a retrouvé son état normal, c'est-à-dire elle est très méchante. Alors, qu'est-ce qu'elle vous reproche aujourd'hui? Elle veut fermer le marché de Noël? Elle veut interdire la grande roue? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, elle nous rapproche le manque de qualité. Vous voyez, le manque de qualité. C'est-à-dire que vous faites venir les produits de Chine? Oui, c'est-à-dire que quand on a commencé ce marché de Noël sur ce qu'on appelle la plus belle avenue du monde, que je vous dis tout de suite, c'était quand même un tas de merde parce qu'il n'y avait pas l'eau potable et il n'y avait pas l'électricité. Ah. Si on a l'eau potable et l'électricité sur le bas des Champs-Élysées, c'est grâce au marché de Noël et grâce à moi, puisque c'est moi qui ai payé les transformateurs qui sont sur le bas. Et comme ça, les touristes se font plus agresser le soir, comme c'était le cas dans le temps. Si on vous reproche, à la limite, ça pourrait s'entendre de la part de la mairie de proposer de la merde aux clients. Quels sont les critères de sélection, justement, pour choisir les forains? Alors, les critères de sélection, hein, ce qui est bizarre, c'est que le critère de sélection, c'est la mairie qui les avait. Dans le contrat que j'ai avec la mairie, c'est eux qui font le critère de sélection. Il y a toute une armée d'élus et de politiques qui sont là autour d'une table. On présente les contrats et tous ceux qui sont là sont
admis par la mairie. Alors c'est difficile qu'une fois les avoir admis, ils me font porter le chapeau que c'est moi qui fais du Made in Chine. Il y a 150 commerçants qui sont français, des artisans, de la chambre de métier. Ils sont en révolution, ces gens-là. Ils vous rendez compte, ils faisaient de la qualité. C'est le seul marché où il y a autant de qualité. En gros, on vous reproche de vendre des produits de mauvaise qualité Qu'eux ont accepté. que eux ont accepté Oui, auparavant. voilà, Donc voilà. on est dans la mauvaise foi. Ben, d'un bout à l'autre, c'est que de la mauvaise foi. Regardez encore ce qui se passe ce matin. Maintenant, ils attaquent la Grande Roue et ils disent que je défigure le paysage. Ils ont mis 24 ans à s'en apercevoir. Ça fait 24 ans qu'il y a la Grande Roue ici. Bon, mais il y avait des gens qui étaient à la mairie de Paris hier Oui, soir. hier Hein, soir, il Nous y avait- enregistrons jeudi. Oui, il y avait des communicants hier soir qui ont conseillé à la maire de Paris que pour ne pas parler de ses emplois fictifs du jour, parce que le téléphone n'arrêtait pas de sonner, il fallait détourner la situation. Alors, appelez sur la roue, dites qu'on enlève la roue, et comme ça, toute la presse va se mettre sur la roue. Eh bien, c'est ce qui est arrivé ce matin. Donc, c'est les conseils des communicants qui ont dit à la maire, et elle a pris ce matin le taureau par les cornes, c'est le moment de le dire, pour une madrilène. Elle a dit, OK, je démolis la roue. Voilà, pour éviter de se faire démolir elle. Mais ça ne prendra pas non plus. L'histoire du marché de Noël, c'est 250 artisans avec 2500 personnes qui bossent. Ils ont réalisé ça d'un coup de crayon. Ils vous caressent comme ça, pendant des années, là. Et d'un seul coup, ils vous mettent un coup de poignard dans le dos. Ils nous poignardent avec la langue, pour l'instant. Alors, leur langue, on sait où qu'on se la met. Où ça? Non, je ne veux pas savoir. Finalement, à cause de votre conflit, les Parisiens sont pris un peu en otage parce on ne peut plus rouler parce qu'elle nous réduit toutes les voies et vous voulez faire des bouchons partout. Non, on l'a fait 2 jours. C'est de la faute des autorités et de la faute de la mairie. Si la mairie n'avait pas fait pression sur le préfet de police, on aurait pu s'installer et il n'y avait pas de bouchon. Vous vous rendez pas compte qu'ils sont en train de, pour le marché de Noël, ils insultent 15 millions de personnes qui sont venues. Parce qu'eux, à quelques-uns qui sont jamais venus, ils disent que c'est de la merde. Alors les gens, 15 millions de personnes, ils venaient voir de la merde. Ils prennent vraiment les gens pour des cons, ces gens-là. C'est pas impossible. Vous qui ne mâchez pas vos mots, quelle est la raison sous-jacente de ce Moi, je pense virevoltage? qu'il y a une grosse histoire d'intérêt dans cette histoire-là, parce que l'amour soudain entre la mairie et puis Bernard Arnault, qui est quand même la première fortune de France, parce qu'il y a quand même une drôle de complicité là-dedans. Il y avait une famille de forains dans le jardin d'acclimatation depuis plus de 50 ans, c'est la même famille. Ouais. La mairie s'est organisée pour faire saisir les manèges, les donner à Bernard Arnault, qui continue son ouverture avec ces manèges-là. Ils ont foutu les forains dehors. Les forains ont porté plainte, mais il faut savoir que le parquet, depuis une année, n'a encore pas ouvert l'enquête. Hein. Vous savez, quand c'est Bernard Arnault, on prend son temps. Bon, finalement, Bernard Arnault annonce le mois dernier qu'il va ouvrir un parc d'attractions, une fête foraine permanente sur 20 hectares. Mais vous n'avez pas compris le sujet? On liquide les forains. Et puis, Madame Hidalgo, qui est peut-être pas sûre de se faire élire, prépare une place à la direction. Elle va peut-être prendre la place de Madame Chirac. Vous voyez, puisqu'ils sont tous là-dedans. Il y a tous les politiques là-dedans. Il y a même la femme de Monsieur Hamon. Il y a l'ancien directeur de Balladur. Il y a l'ancien conseiller de Hollande. Tout le monde est là-dedans. Vous voyez, c'est des passerelles. Ça va plus vite entre eux. Mais nous, pendant ce temps-là, ils nous virent. Il y aura un marché de Noël ici? Oui, oui. Dès qu'il y aura la décision du tribunal, le marché de Noël va se mettre en route. Et puis samedi, on fait une grande inauguration le 17. Une inauguration avec tous nos amis. Je ne vous cache pas qu'Alain Delon et Belmondo, qui sont des potes depuis longtemps, vont être là. Et plein d'autres artistes. On va faire une belle inauguration. Et on annoncera en même temps le jour de l'ouverture. Eh bien, écoutez, on sera là. Ça nous fera un super sujet. Mais avec tous les noms que vous venez de m'annoncer, je crois que je vais m'intéresser au Paradise Paper maintenant. À bientôt, Monsieur Campion. Oui, parce que je crois que les manèges qui sont commandés, ils passent par l'île de Man. Hein, Oui, j'ai entendu ça aussi. Ah, tiens, ben voilà, mais c'est bien, vous balancez comme il faut. J'aime bien venir à l'Assemblée parce qu'à chaque fois, on est bien reçu. Bonjour, messieurs. Ils en font un peu trop, mais c'est agréable. Bon courage. Je reviendrai pour le garde à vous. Finalement, ça donne du grain à moudre à Mélenchon, quand même, cette affaire de Paradise Paper. Ça montre que leurs riches, on ne peut pas les faire confiance. Exactement. Ça montre que la théorie du ruissellement, c'est-à-dire on va baisser les impôts, on va quasiment supprimer l'ISF, et c'est ça qui va permettre que les riches investissent en France, et démontrer à l'inverse que ça ne fonctionne pas. Faut pas leur faire confiance. Du moins, il faut qu'il y ait l'impôt républicain, et puis surtout, il faut des moyens qui permettent que ce type d'évasion n'ait pas lieu. Faut vous vous rendez compte comment sont les par riches? Au lieu de réinvestir et créer de l'emploi comme l'espérait Emmanuel Macron, naïf qu'il est à son âge, eh ben ils cachent leur argent. Oui, ils cherchent à l'optimiser, surtout que c'est quasiment légal, possible. Il y a des cabinets d'avocats qui font de l'optimisation fiscale. Franchement, je suis perdu parce que les riches me dégoûtent et me donnent envie de voter Mélenchon, et en même temps, Mélenchon me donne envie de devenir riche.
Ouais, je comprends, vous avez vraiment des problèmes existentiels. Bah, écoutez, déjà, si vous avez envie de voter Mélenchon, parce que vous comprenez que le système actuel favorise justement ce genre de pratique, c'est déjà pas mal, vous êtes en progrès. Il paraît que quand il a appris pour les Paradise Papers, Pierre Gattaz est tombé de sa chaise. Il a dit, moi qui pensais qu'on pouvait faire confiance aux riches. Il s'est fait mal. Je sais pas. C'est essentiel. Vous vous souciez de lui? Oh, beaucoup. Les Paradise Papers, c'est pas de la fraude, hein. C'est pas de la fraude. Ouais, quand même, c'est de la défiscalisation, c'est de la ruse. T'as vu, il leur trouve des circonstances atténuantes. Non, c'est pas les circonstances. Ça veut dire que les États font tout en réalité pour permettre ce genre de dissimulation. Alors, en tant qu'économiste, qu'est-ce que vous pensez des Paradise Papers? Il y a moyen, justement, de contrer la fraude? Il faut parce que c'est la condition sine qua non pour garder cette cohésion sociale. Ça fait des années qu'on dit il faut, en attendant la classe moyenne paye plein pot, et puis les il faut, on se laisse faire. Est-ce qu'il n'y a pas des arrangements qui nous échappent entre les riches et le pouvoir et les États? Non mais vous voyez, un autre exemple, c'était sur la question de la taxation des GAFA. Ça fait des années, des GAFA, des Google, Amazon, Facebook, des grosses entreprises, notamment technologiques américaines. Oui, je sais, c'est des acronymes, mais bon, je sais que vous connaissez, vous faites semblant. Non, c'est juste pour les gens. Oui, puis en même temps, j'apprends un peu. Ne prenez pas pour plus. Les gens, ils savent pas tous ce que c'est que le GAFA. Est-ce que vous savez ce que c'est que le GAFA? Ils disent non. Bon, voilà, une bonne raison. Voilà, vous l'avez explicité. Mais simplement sur cette question-là, ça fait des années qu'on nous dit que c'est impossible, et là, on est en train d'arriver à un accord au niveau européen. C'est quoi cette histoire que les députés soient en colocation? Non, mais aujourd'hui, on paye des chambres d'hôtel à tous les députés de province et des dom-toms quand ils viennent à Paris. Coûte cher à l'État? Bah oui, ça coûte cher. Et puis ça ne répond pas toujours à ce qu'ils veulent faire. Et souvent, ils veulent être des trucs plus individualisés. En tout cas, c'est une initiative saine. Faire des économies à l'État. Le Sénat l'a déjà fait. Hein. Le Sénat, Airbnb, ça marche au Sénat. C'est à la limite du social. Vous êtes passé de républicain à Macron et là, vous êtes carrément avec une sensibilité de gauche. Vous m'inquiétez. Est-ce que vous soufflez avec ce Paradise Paper? Est-ce que c'est un soulagement ou est-ce que vous avez peur à un moment de voir apparaître le nom de Nicolas Sarkozy ou d'anciens collègues? J'ai compris que c'était des entreprises, donc je ne redoute. Il est à l'abri. Et puis c'est le paradis, donc si c'est le paradis, tout va bien. Vous croyez qu'on peut vraiment les interdire? Parce que logiquement, c'est le boulot des politiques. Et là, c'est des journalistes, une fois n'est pas coutume, il faut leur rendre hommage, qui ont justement découvert la faille. Oui, enfin, elles avaient été découvertes bien avant, les failles. Il y a des dispositifs depuis 10 ans maintenant, il y a un travail. Mais là, maintenant, on a les noms et tout ça, vous aviez juste les failles. Enfin, j'en sais rien, il faut s'adresser aux systèmes fiscaux, il faut s'adresser aux journalistes et plus aux politiques. Même. Non, vous avez tort, les deux peuvent travailler aussi ensemble. Est-ce que si, par exemple, vous venez justement à l'Assemblée, vous venez de province, est-ce que vous pourriez en Airbnb co-louer, par exemple, une chambre avec Laurent Wauquiez? Non. Faut s'étonner de rien d'apprendre que dans les Paradise Papers, Frédéric Mitterrand avait caché et défiscalisé des sous. Ça vous a étonné? Ah bon, il y a Mitterrand maintenant dans Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très surpris, mais aujourd'hui tout sort, hein, visiblement. Parce qu'il gagnait pas tant d'argent que ça, quoi. En même temps, la télé, les droits d'auteur, tout ça. Oui, son poste de ministre. Tiens, là aussi, il a épargné, ouais. Ouais, bon, c'est assez décevant de la part de Frédéric Mitterrand, pour qui j'avais de l'estime. Moi aussi. Voilà, je sais pas, c'est pas très correct quand on a été ministre de la République, quand on a aussi été, même si on n'est pas responsable de sa famille, le neveu de François Mitterrand. Tout ça est un peu... Il s'en veut, je pense. Il regrette. Il regrette? Moi, je suis pas sûr qu'il regrette. Alors, vous n'avez pas honte? On peut leur faire avaler n'importe quoi, ces politiques. C'est Olivier Falorni, c'est celui qui avait battu Ségolène Royal comme député. Je suis KO, là. Ben oui, mais ça fallait pas détourner tout cet argent à l'État pour le cacher dans des paradis fiscaux. Vous avez déjà... Mais si. Mais non. Bon, vous inquiétez pas, on a rectifié parce qu'on est des gens honnêtes. C'est sérieux? Évidemment que non. Il est là. Vous pouvez... Pardon, Frédéric. Vous pouvez vous excuser d'avoir cru à ce gros mensonge. Excuse-nous, Frédéric. Allez-y, vous pouvez y aller, Olivier. En tout cas, je suis ravi que Frédéric Mitterrand soit parfaitement en règle avec la morale publique. Voilà. Bravo, Frédéric. Tiens bon comme ça. Voilà. Pas mal. Pas mal. Juste Cyril, à propos de Marcel Campion, Cyril, ce qu'il faut quand même préciser après votre reportage, c'est que il porte des accusations très graves sur Anne Hidalgo lors de ce reportage. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est une manne financière pour lui, cette histoire. Que lui, il est en train de jouer des millions. Et c'est pour ça aussi qu'il est si véhément face à Anne Hidalgo. Mais tout ça est très déraisonnable quand même.
à la fois de vouloir supprimer ce marché de Noël que manifestement beaucoup de gens appréciaient, même si effectivement la qualité n'était pas remarquable, de supprimer la grande roue qui, à l'époque de Noël, pouvait se justifier, et dans l'autre sens, garder la grande roue comme on l'a eu pendant 2 ans, c'était invraisemblable. Ça dénaturait complètement la place de la Concorde. Donc là, tout est déraisonnable. L'attitude de la mairie et l'attitude de Marcel Campion. Si on ajoute à cela le talent de Marcel Campion dans son expression, ça a une sorte de style populaire très fort et très puissant, une sorte d'art brut de l'éloquence, bon, et que l'on a en face l'attitude très arrogante, constamment, de la mairie de Paris, là aussi, on est dans la déraison. Donc, moi, je les renvoie dos à dos.